Nous tenons comme évidentes ces vérités, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci sont la liberté, la vie et la poursuite du bonheur. Déclaration de l'indépendance des États-Unis. L'homme a reçu le don de la parole. De Dieu diront certains, de l'évolution diront des autres. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est que l'homme a reçu le don de la parole pour transmettre et pour reprendre les idées les plus élevées, mais aussi pour transmettre les paroles les plus ignobles. S'il est clair que dans la Déclaration d'indépendance, écrite par le père fondateur des États-Unis, que tous les hommes naissent égaux, en ce qui concerne l'homme noir, l'égalité était un mot très relatif. En fait, c'est dans cette divergence et cette manière de comprendre le mot, cette fois écrit, qui a conduit les États du Nord et les États du Sud à s'affronter dans une guerre civile sanglante connue sous le nom de guerre de sécession qui a duré de 1861 à 1865. Dans cette guerre, les États du Nord, qui prenaient l'élimination de l'esclavage et la véritable égalité entre les hommes noirs et blancs, ont été victorieux. Mais le mot sert aussi à déformer. Dans les États du Sud, certains ont créé des lois, c'est-à-dire des ensembles de mots, dans lesquels il était dit que si les Noirs avaient le droit à tout, ils devaient le faire seuls, et surtout sans se mêler aux Blancs. Là apparaît un mot haineux, le ségrégationnisme. En Afrique du Sud, cette même idée avait un autre nom, un autre mot, mais avec le même sens, l'apartheid. Des autres régimes ont établi une ségrégation non basée sur la couleur de la peau, mais sur le fait que vous soyez ou non citoyen du pays et que vous puissiez ou non payer avec des devises étrangères auxquelles, normalement, vous n'avez pas accès. Les prestations et services sont interdits. L'idée est, si vous êtes étranger et que vous avez des devises, vous avez accès à certains établissements. Si vous êtes un ressortissant et vous ne payez pas avec des devises, vous n'avez aucun droit. Ici encore, le mot sert à orner et à justifier ces actes. Mais nous allons parler aujourd'hui d'une femme noire, une femme courageuse qui a dit un bonjour jusque-là. Je vais vous parler d'une femme qui est née à Alabama, dans le sud des États-Unis, en février 1913, et baptisée Rose Louise Tulkey. En grandissant, sa famille l'a envoyée dans la ville voisine de Montgomery pour qu'elle puisse étudier. Là, notre Rose étudiait dans une école pour jeunes filles noires dirigée par des Blancs. Des Blancs qui ne croyaient pas au mot ségrégationnisme. Son professeur était une dame blanche, Miss White, qui l'a enseigné non seulement les arts d'une bonne femme au foyer, mais aussi ses droits en tant qu'être humain, comme le père fondateur l'avait mis en mot. Bientôt, elle épousa Mr. Raymond Parks, dont elle prend le nom de famille, et commence à travailler comme couturière. De son côté, Raymond était barbier. Dans la ville de Montgomery où il vivait, à cette époque, les voitures appartenaient essentiellement aux Blancs, et les Noirs devaient voyager en bus.
Les bus appartenaient à des Blancs qui croyaient au non-ségrégationnisme. Dans ces bus, les 6 premiers rangs étaient destinés aux Blancs qui n'avaient pas de voiture. Les 6 rangs de derrière étaient destinés aux Noirs et les rangs du milieu à celui qui arrive le premier. Mais les Noirs devaient s'élever et céder leur place à un Blanc si leurs 6 premiers rangs étaient déjà occupés. Le mari de Rose était membre de l'Association nationale pour le progrès des personnes de couleur. Dans l'association, il voulait prendre de bonnes mesures pour mettre fin à ces lois de ségrégation haineuses. Dans un passé récent, le cas d'une jeune fille noire s'était présenté qui, avec sa grand-mère, était dans un bus et lorsque le siège pour les Blancs était épuisé, les Noirs assis dans les rangs du milieu devaient abandonner leur siège. La jeune femme en question a refusé. On l'a envoyée au tribunal, mais on a vite compris qu'elle était enceinte sans s'être mariée. Et ceux de l'association ont compris qu'elle n'était pas la personne pour qui ils devaient se battre. À cette époque, les États-Unis vivaient une période très puritaine et une mère célibataire et de plus noire n'avait pas l'air bien. Et c'est ici que, involontairement, un beau jour, jeudi 1er décembre 1955, notre Rose, fatiguée d'une longue journée de travail, a pris le bus pour rentrer chez elle. Elle s'est assise dans une des rangs du milieu et bientôt un homme blanc arriva et resta debout. Le chauffeur de bus a exigé qu'elle abandonne son siège. Non, fut la réponse. La police était immédiatement appelée, Rose fut arrêtée et un procès a été préparé pour lequel elle devait être présentée le lundi suivant. C'est ici qu'interviennent les membres de l'association à laquelle appartenait son mari. Rose était une femme au parcours irréprochable, une femme de sa maison, une ouvrière, un exemple. Le révérend de l'église protestante, où la majorité des Noirs étaient présents, a décidé qu'il était temps de porter l'affaire devant la Cour suprême. Sous la direction de leur chef d'église et de leur pasteur, les Noirs ont décidé d'appeler au boycott des bus appartenant à des Blancs à partir de ce lundi. Rose était condamnée à payer $10, beaucoup d'argent à l'époque. Le jour où le boycott a commencé, Montgomery s'est réveillé dans un ciel nuageux. Une dépression avec des pluies froides affluées de l'Antarctique, et cela pourrait décourager les utilisateurs de bus de procéder au boycott. À la surprise et à la joie de tous, le boycott a été respecté et les Noirs, avec leurs parapluies et imperméables, ont affronté les éléments et se sont rendus à pied à leur travail et à leurs tâches au lieu de monter dans les bus des Blancs. C'est le moment où un personnage a créé l'histoire arrive sur les scènes nationales puis internationales. Martin Luther King, un pasteur qui venait d'arriver dans la ville. En sa qualité de pasteur, il insiste sur le respect du boycott. Et du haut de la chair, chaque dimanche, il exalte ses paroissiens pour défendre la cause d'une belle parole, l'égalité. La réponse de la Cour suprême a pris 1 an et demi, mais le résultat a été comme prévu. Les Noirs avaient non seulement le droit de monter dans les bus, mais aussi de profiter de tous les services et lieux destinés uniquement aux Blancs. C'est personnellement le révérend Martin Luther King qui a monté un matin dans un bus, brisant le boycott qui avait tant aidé la cause de la ségrégation. Je dois dire que dans ce moment, la vie séparée des uns et des autres en est même venue à avoir des fontaines publiques pour les Noirs et pour les Blancs,
comme si l'eau des deux n'avait pas le même goût. Les toilettes publiques étaient séparées pour les blancs et les noirs, comme si la cuvette pour blancs ne servait pas au même usage que les cuvettes pour les noirs. Dans les bâtiments publics, les noirs devaient monter les escaliers et prendre les ascenseurs de service, et dans les cinémas, il y avait une zone pour les blancs et une autre pour les noirs. Au cours de la bataille juridique, Rose et son mari ont perdu leurs emplois et ont été contraints de quitter leur Alabama natal pour Détroit, où ils ont trouvé de meilleures conditions de travail. La bataille pour le droit de s'asseoir n'importe dans quel siège dans le bus de Montgomery a été gagnée, mais il y avait encore 25 ans de lutte pour faire interdire la ségrégation dans tous les États de l'Union. Des personnages comme Rosa Parks, Josephine Baker, Martin Luther King ont lutté pour leur conception du mot liberté. D'ailleurs, Martin Luther King a payé de sa vie la lutte pour ce qu'il concevait comme liberté. Ne l'oublions pas, la parole sert pour transmettre les idées les plus élevées, mais aussi sert pour transmettre le mal. Faisons son bon usage. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous dédiez à mon travail. Vous pouvez le dire à vos amis, vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.